Messieurs, dames, bonsoir. Voilà, je vais vous parler ce soir d'un sujet très très brûlant et compliqué pour l'humain, la perte gémellaire. Voilà. Ça concerne entre 15 et 40% de la population. Souvent, les gens qui sont concernés par la perte gémellaire ne le savent pas. Et le grand challenge, et la difficulté principale, c'est que ça échappe complètement au travail thérapeutique. Donc, par le travail de psychothérapie, par la psychanalyse, par les thérapies en général, on retrouve vraiment des améliorations et des choses qui bougent. Et ça met sur une piste gémellaire quand il y a une difficulté irrationnelle, une réponse irrationnelle du système nerveux. Souvent, c'est ce que je dis, il y a l'aspect émotionnel, l'aspect psy, et il y a l'aspect mon système nerveux, par moment, se retrouve complètement aux abois, en détresse, et je me mets à réagir de façon complètement bizarre. Voilà. Dans cette conférence, je vais vous donner un petit peu mon point de vue, comment moi j'aborde cette problématique. Évidemment, je suis passé par moi parce que je suis bel et bien concerné. Je vais vous donner des repères importants sur les différents types de gémellité et donc les différents traumatismes. Il faut savoir que c'est un sujet qui est relativement récent, on le sait clairement depuis quelques décennies, donc ça veut dire que c'est un grand sujet de recherche. Donc ce que je vous apporte, ce n'est pas la vérité, la façon unique de procéder, c'est un point de vue, c'est une expérience. Voilà, j'anime ça depuis quelques années maintenant, j'ai pas mal de gens qui sont passés dans des configurations particulières de souffrance et de syndrome gémellaire, et donc je vais essayer de vous rendre l'affaire le plus intelligible possible pour que vous, petit à petit, vous sentiez si vous êtes concerné, si ça vous fait écho dans votre vie, comment ça se présente pour vous. Voilà, dans les différents types de perte gémellaire, globalement, vous imaginez qu'il y a une grossesse avec un seul œuf et à l'intérieur, 2 bébés, 2 fœtus. Ces 2 fœtus, il y en a un qui s'arrête de vivre. Et à ce moment-là, pour vous donner une petite représentation intérieure de ce qui se passe, c'est vous êtes en train de prendre votre bain avec un cadavre qui se décompose dans la baignoire où vous restez pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà. Évidemment, si c'est une grossesse monozygote, donc avec une seule poche amniotique, et qu'il y a une décomposition, la décomposition, selon qu'elle va arriver à 1 mois de grossesse, 4 semaines de grossesse, 6 semaines de grossesse, 8 semaines de grossesse, vous pouvez bien voir que l'impact pour le système nerveux en construction peut être très différent, si c'est très précoce ou un peu plus tardif. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pourquoi je parle de système nerveux, c'est qu'au départ, en fait, on est un tube neural, on est un système nerveux qui se construit, on n'a aucune conscience, aucune élaboration de pensée qui permette un petit peu de réfléchir, de prendre de la distance par rapport au trauma qui est en train de se jouer dans cette période de grossesse. Évidemment, si on est sur un traumatisme après la naissance, où on nous raconte une histoire, ou alors un traumatisme dont je me souviens, vous voyez bien que les conséquences peuvent être dramatiques aussi, dans mon système émotionnel, dans mon système nerveux, mais simplement, je vais pouvoir raconter une histoire et continuer d'élaborer pour me sortir de l'ornière du trauma. Quand on est sur une perte gémellaire intra-utérine, en fait, le traumatisme intervient dans un moment où j'ai rien pour me rattraper, pour être soutenu, pour être accompagné. C'est que mon système nerveux qui subit. Il y a une autre grande catégorie des pertes gémellaires, c'est quand on a 2 œufs, donc une grossesse hétérozygote, avec un bébé, un petit fœtus dans une première poche, et un deuxième fœtus dans une autre poche, donc une grossesse hétérozygote. Et là, il y en a un des 2 qui s'arrête. Alors, je fais ce signal-là, comme ça, avec la main descendante. Souvent, il y a une élimination. Saignement, début de grossesse, c'est vraiment assez classique. Donc, dans ce cas-là, vous imaginez que vous avez un cadavre dans la baignoire d'à côté. Et à un moment donné, vous n'avez plus de contact ni avec le cadavre qui est dedans, ni avec la baignoire. Voilà, il y a quelque chose qui est quand même isolé. Et en général, très schématiquement, ça amène 2 problématiques, le cas des monozygotes dans un seul œuf avec le cadavre dans la même baignoire.
C'est que mon système nerveux, dans le premier cas, se trouve complètement sidéré de subir la perte de l'autre, mais tout proche. Et puis dans l'autre cas, c'est où est-ce que tu es passé, où est-ce que tu es disparu. Donc dans mon comportement de vie d'adulte, la grosse problématique de celui qui vient de perdre avec une forme d'abandon, mais c'est la problématique abandon. Dis-moi où tu es passé, je te cherche. J'ai l'impression qu'une moitié est disparue quelque part, avec plein d'autres aspects, mais celui-ci c'est vraiment le plus important. Et pour la grossesse monozygote, donc dans un seul œuf, c'est ouf, j'ai échappé au drame, mais maintenant, comment je fais? Alors ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la honte, ça peut être beaucoup d'émotions en lien aussi avec le dégoût. À un moment donné, l'autre potentiellement va me dégoûter, potentiellement l'autre est toxique, et surtout, j'ai peur de mourir avec ce contact de la mort très proche. Évidemment, il y a des cas plus complexes où, comme on est des mammifères avec des grossesses multiples, on peut avoir à la fois une grossesse hétérozygote, donc avec plusieurs œufs différents, avec plusieurs grossesses, donc ça peut être 2 œufs, 3 œufs, 4 œufs, etc. Et puis, il peut y avoir aussi, imaginons un cas simple où il y a 2 œufs, dans un œuf où il y a du monozygote, donc j'ai aussi le même à l'intérieur dans cette grossesse-là, et en même temps, à côté, j'ai une grossesse en même temps qui se roule avec une grossesse hétérozygote. Ça veut dire qu'on peut se retrouver avec, d'où la complexité, avec à la fois une problématique pour mon système nerveux où j'ai perdu quelque chose, il y a une moitié qui est partie, et à la fois éventuellement une grossesse et un ressenti émotionnel de mon système nerveux qui subit la proximité d'un cadavre en décomposition. Voilà. Donc dit comme ça peut choquer un peu, et pourtant c'est vraiment ce qui est vécu dans le système nerveux du survivant. Alors, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, si vous êtes là ce soir, la bonne nouvelle, c'est que vous avez survécu. Je m'explique par là. Certes, il y a un syndrome gemellaire, certes, il y a une énorme problématique, il y a une énorme souffrance qui est associée, que je vais expliquer un petit peu plus loin, mais la bonne nouvelle, et j'ai souvent l'habitude de dire que les jumeaux nés seuls sont des champions du monde de la résilience. C'est-à-dire que pour survivre, ce fameux système nerveux que j'évoque depuis tout à l'heure, pour survivre, ce système nerveux doit déployer des capacités, des compétences supplémentaires pour rester vivant. C'est tout bête, il faut rester vivant. Et la vie, elle va osciller, une fois qu'on est, après la naissance, qu'on est devenu adulte, la vie va osciller entre j'arrive à me tirer d'affaire, j'arrive à survivre, j'arrive à avancer un peu dans la vie, et en même temps, dans mon système nerveux, il y a quelque chose qui, et donc émotionnel aussi, il y a quelque chose qui me tire vers le bas dans quelque chose qui tombe par rond. Très simplement, quelque chose qui tombe par rond. Je vais expliquer un petit peu plus après comment ça peut se présenter. Pour plaisanter un petit peu sur cette affaire-là, je dis souvent, le jumeau né seul, alors je dis jumeau en permanence, mais entendez le genre neutre, jumeaux, jumelles, évidemment, tout le monde, hommes et femmes sont concernés. J'ai l'habitude de dire qu'un jumeau né seul, c'est quelqu'un qui a un pied dans la vie et un pied dans la tombe. Je voudrais y aller, oups, j'ai du mal à y aller. Et je suis en permanence tiraillé entre les deux, avec un spectre j'ai envie de dire, d'écarts un peu différents, des éclairages différents en fonction de l'histoire de chacun. Évidemment, tous les traumatismes qui se passent avant la naissance, j'allais dire, on est dans une sorte de spéculation. Je vais le dire autrement, on est dans une sorte d'introspection, d'enquête en mode Sherlock Holmes. Tout simplement parce qu'on a très peu de preuves, on n'a pas de preuves. La plupart des gens, il n'y avait pas d'échographie au moment où ils étaient dans l'utérus de leur mère. Et donc ça donne des complexités supplémentaires. Quand on a des traumatismes après la naissance, évidemment, on a une histoire, on a du témoignage, et déjà là, ce n'est pas tout simple, la période traumatique. Dans tout ce qui est intra-utérin, c'est de l'exploration. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup
des choses plus ou moins tangibles, plus ou moins parlantes, que chacun expose et explique à sa façon. Donc ça rend encore plus compliqué l'exploration de cette affaire-là. Alors, moi, dans mon approche, ce que j'aime bien dire, c'est que quand on a une perte gémellaire, il faut déjà avoir bien travaillé toutes les souffrances en lien avec mon histoire, la problématique familiale, la fratrie, voilà, comment ça a roulé un peu dans la famille, que j'ai aussi bien décortiqué mes propres traumatismes après la naissance. Et puis à ce moment-là, éventuellement, je peux avoir la piste du trauma intra-utérin. Et pour éventuellement avoir une confirmation, il y a des gens, ils vont voir des gens qui ont kinésio, tout ça, qui vont leur dire la vérité. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand j'ai une hypothèse de perte gémellaire, mon système nerveux doit me dire oui. Donc, quand moi je l'ai travaillé dans ma propre recherche, ma propre introspection, en fait, pour moi, c'était vite vu. J'ai fait 2 tentatives d'exploration de cette période intra-utérine avec le trauma de séparation, donc de la mort de l'autre à côté. Les 2 fois, je suis parti dans les pommes. Je me suis évanoui. Et ce n'est pas mon mode standard de réponse, de défense. Voilà. Donc, je n'avais pas besoin d'avoir plus d'informations. Mon système nerveux m'avait dit, le mode de protection a répondu. Voilà. Après, j'ai eu d'autres confirmations, et puis bon, quand on explore, évidemment, on trouve quand même des pistes. Dans ma façon, à moi, d'aborder l'affaire, ce sujet très sensible, on peut avoir plein de pistes de recherche sur quelle est mon histoire, est-ce que j'avais du monozygote, de l'hétérozygote, grossesse multiple, pas multiple, à quel moment, combien de mois de grossesse l'autre s'est arrêté, voilà. Moi, ma recherche et mon intention personnelle, c'était d'aller mieux, de moins souffrir, de sortir de mes schémas répétitifs de souffrance, de réactions irrationnelles, et particulièrement dans la relation de couple, en tout cas dans la relation à l'autre, cette irrationalité qui me harcelait, et puis je disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et puis, à un moment donné, de pouvoir non seulement aller mieux, mais aller très bien. Voilà, moi je veux aller très bien. Et aujourd'hui, si je fais un petit peu le bilan de ces années de recherche, d'introspection, d'exploration, parce que là, ce que je vais partager pour la suite, c'est vraiment un job d'explorateur, et puis des pistes pour transformer ces souffrances. Mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est que dans cet hyper-traumatisme, il y avait du génie qui était caché dans la souffrance, derrière la souffrance. Et pour moi, par exemple, ça se présentait avec de l'intuition, avec des capacités de connexion et de reliance à ce qu'on appelle l'invisible. Donc évidemment, j'ai un parcours chamanique et de reliance à l'invisible qui a suivi, mais mon expérience, c'est qu'à travers pas mal de gens que j'ai, enfin quand je dis pas mal, je veux dire presque tous les jumeaux nés-sols, c'est que dans ce traumatisme, il y a une compétence innée à avoir un lien privilégié avec l'invisible. Ce lien privilégié avec l'invisible, avec les autres plans, ça peut se présenter très tôt, avec des enfants qui perçoivent ce qu'on appelle les entités, les fantômes. Voilà, ils voient l'invisible, donc ça leur fait très peur. Ça peut se présenter avec des fulgurances intuitives. Ça peut se présenter avec une recherche avec le sacré, avec les mondes spirituels. Il y a une forme d'intuition qui s'impose aux jumeaux nés-sols, je dirais un petit peu plus que la moyenne de la population. Voilà. Et à cet endroit-là, il y a vraiment un génie à révéler. Moi, je dis toujours, le génie a l'éternité pour se révéler, et si on peut le révéler dans cette vie-là, c'est pas plus mal. Dans ce pied dans la vie, ce pied dans la tombe, donc cette complexité, le challenge pour moi, c'est de sortir de Thanatos, c'est-à-dire du pied, est-ce que je fonctionne comme un mort-vivant, d'aller me rapprocher de ma puissance créatrice, et entre les deux, de trouver une pacification des endroits de non-vie, une sorte de zone grise où je suis à moitié là, plutôt à moitié pas là. Voilà.
Et quand on réduit cet endroit de non-vie dans son système et qu'on révèle la puissance, la beauté de l'âme, à ce moment-là, dans cette force créatrice, dans cette force spirituelle, le jumeau né seul, il révèle quelque chose de plus. Il y a une forme d'accès latente à la transcendance. Et très souvent, les jumeaux nés seuls sont chaotiques pendant pas mal de décennies de leur vie, 40 ans, la quarantaine. À la quarantaine, il y a quelque chose qui commence à bouger un peu, et à la cinquantaine, il y a quelque chose qui s'impose un peu plus, et qui font que, d'un seul coup, le jumeau né seul, il révèle ce qu'il est venu faire. Sauf s'il est tombé dans le travers de la souffrance et que portent les jumeaux nés seuls, c'est que très souvent, le jumeau né seul souffre tellement qu'il va d'abord chercher à s'anesthésier, à moins souffrir. Comment je fais pour m'anesthésier en tant que jumeau né seul? Il y a pas mal de combines, mais vous les connaissez. Je m'alcoolise, je prends des psychotropes, je travaille comme un forçat jusqu'à l'épuisement, je joue, j'hyperjoue, j'hypersexualise, je passe mon temps devant les écrans. C'est-à-dire, je mets mon système nerveux en surcharge pour qu'à un moment donné, pouf, je m'effondre. Je meurs, enfin je tombe dans l'épuisement, mais je meurs à quelque chose. Et ça peut être aussi les conduites à risque. En général, par exemple, je pense au sport de haut niveau, l'hypermontagne, la vitesse, voilà. C'est-à-dire je suis un trompe-la-mort. Je suis entre le risque, parce que quand je prends du risque, je me sens vivant. Hélas, parfois, ça casse. J'ai tellement pris de risques que je me suis tué. Donc, c'est vraiment l'endroit extrêmement fragile sur les problématiques gémellaires, c'est que il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pour me sentir vivant, il faut que je passe du côté hyper. Si je ne passe pas du côté hyper, il y a quelque chose en moi qui s'effondre dans une forme de dépression, un petit fond dépressif. Et donc, je peux osciller entre ces deux extrêmes. Soit je suis apathique, je m'effondre, j'arrive plus à me lever, j'arrive plus à sortir de mon canapé, ou alors, pour me réveiller un peu, je passe dans une distorsion vers l'hyper quelque chose. Voilà. Donc, par exemple, pour moi, c'était l'hyperactivité, l'hypersport, voilà, je suis passé dans cet endroit-là. Si on ramène ça, par exemple, à ce qui se passe aujourd'hui pour nos enfants, on dit, oh là là, il y a de plus en plus d'enfants indigos, d'enfants zèbres, d'enfants, on a plein de mots différents. On a aussi beaucoup de gamins qui ont des hyperactivités, des troubles du comportement. Globalement, ils embêtent tout le monde à la maison, à l'école, on ne sait pas comment les gérer. C'est des gamins qui, pour un certain pourcentage d'entre eux, on trouve dans cette hyperactivité un tonus de base bas. Donc pour rester éveillé, le gamin il passe en réponse hyperactive. Il fait comme il peut. Pour d'autres aussi, alors pareil, c'est une piste de chercheurs, c'est pas, on n'a pas de chiffres encore de cette affaire-là, mais en tous les cas, c'est important pour moi de réfléchir à cet endroit-là. Chez les hauts potentiels, les enfants qui sont hauts potentiels, et plus intéressant encore, les hauts potentiels complexes, c'est-à-dire ceux qui sont par exemple très bons en mathématiques et très mauvais en orthographe, grammaire, conjugaison, tout ça. C'est-à-dire ils sont très bons en un endroit, très mauvais en un autre. Voilà, tous ces gamins qui ont des hauts potentiels complexes et qui échappent aux grilles de quotient intellectuel, comme on les recherche en psychologie, qui échappent un peu aux grilles de test. Voilà. Donc ces enfants particuliers, souvent, on peut vraiment se poser la question, est-ce que cet enfant particulier n'aurait pas eu une perte gémellaire dans son histoire de vie, au démarrage. Pour les plus anciennes générations, par exemple ma génération, donc moi j'étais un dysorthographique voilà, très complexe au niveau du français. Heureusement j'étais très bon en maths, donc ça me sauvait un peu la mise scolaire, mais il n'aurait pas fallu grand-chose pour que je bascule. Donc ma génération, moi j'ai un peu plus de 50 ans, cette génération, souvent, la dyslexie, la dysfonctionnalité, la particularité, on la réglait par la violence physique. Voilà. On tordait les gamins, on les dressait. Aujourd'hui, comme on a une époque où il y a quand même beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'attention
à une communication non violente, à un enseignement attentif. Donc l'enfant révèle davantage de symptômes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus, ça veut dire que les symptômes sont autorisés. Et en général, par chance, aujourd'hui, on a un meilleur accompagnement. Donc ce n'est pas forcément toujours facile à accompagner, mais il y a vraiment quelque chose qui est mieux pris en charge. Et pour moi, si on arrivait à faire le lien entre ces enfants dys quelque chose, dysfonctionnels, dysorthographiques, dyscalculiques, dysrythmiques, etc., si on arrivait à un moment donné à faire le pont avec une perte gémellaire, je pense que ça accélérerait vraiment le processus d'évolution positive pour ces enfants particuliers. Je dis souvent que les jumeaux nés-seuls sont des êtres particuliers. Souvent, ces êtres se sentent étrangers, isolés, que ce soit dans leur famille, ils ont l'impression d'être des vilains petits canards et des étrangers dans leur propre famille, voire avec leurs propres parents, comme si personne ne pouvait les reconnaître. Il y a un endroit où ils disent « je ne suis pas arrivé, je viens d'ailleurs, je ne sais pas trop d'où, mais je viens d'ailleurs ». Ils vont être étrangers dans les couples aussi. Ils peuvent se sentir complètement isolés. Alors ils peuvent être dans une relation de couple sympa, et il y a un endroit de non-rencontre. Ils peuvent être complètement étrangers à leurs enfants, ils peuvent être complètement étrangers et isolés dans leur métier, globalement, juste isolés. Isolé, c'est très différent d'être solitaire. On a besoin d'espaces de solitude pour réfléchir sur soi, pour observer, pour se recaler un peu. Se sentir isolé, quand on ne le choisit pas, ça peut amener à des grandes souffrances qui peuvent conduire au suicide. Tellement on peut se sentir incompris. Mais la première personne de laquelle on est incompris, c'est soi-même. Si je ne sais pas qui je suis, et en allant un peu plus loin, si l'autre à l'extérieur ne me dit pas qui je suis, il y a une mise en potentialisation de mon être qui ne s'effectue pas. Et cette mise en potentiel, pour moi, elle a un endroit important, c'est ma force spirituelle. On a aujourd'hui dans nos grilles d'exploration, on a le quotient intellectuel. On sait calculer un quotient intellectuel. On a un autre quotient qui est le quotient émotionnel. On sait que les gens qui réussissent le mieux, il faut qu'ils aient un peu de cerveau, c'est sûr, mais qu'ils soient stables émotionnellement. Quelqu'un qui n'est pas stable émotionnellement, on sait qu'il va avoir une vie un peu compliquée. Eh bien, moi j'amène une autre solution, une autre piste supplémentaire, complémentaire, ça va être un quotient spirituel. Et le quotient spirituel, pour le moment, c'est un terrain vierge, parce qu'on l'associe beaucoup à la religion. Pour moi, le quotient spirituel se trouve en dehors de toute église. C'est-à-dire que c'est une force intérieure qu'on nomme parfois de façon un petit peu intuitive comme ça, la force charismatique. Qu'est-ce que c'est qu'un être charismatique? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui dégage quelque chose. Ça peut être un homme d'église, ça peut être un philosophe, ça peut être un entrepreneur, c'est quelqu'un qui... On sent qu'il y a quelque chose qui se développe au-delà, il y a une radiance. Cette force charismatique, pour moi, renvoie à la force spirituelle. Et je le dis ce soir, voilà, pour moi, les jumeaux nés-seuls sont des êtres qui, naturellement, ont une force spirituelle innée. Après, le challenge, c'est d'en faire quelque chose. La difficulté, quand on est un pied dans la vie, un pied dans la tombe, même si on a beaucoup d'intuition, le challenge d'avoir une incarnation paisible amène une réelle difficulté d'incarner ce que je sens, de le mettre au service dans le monde horizontal. Cette scission entre ce que je peux percevoir intuitivement, ce qui peut m'évoquer comme inspiration, comme feeling, si je n'arrive pas à le concrétiser dans ma vie, dans mon système, ça me met complètement en dissociation. Enfin, dissociation, le mot est un peu fort évidemment, mais en quelque chose où je ne peux pas me réaliser. Le challenge, pour moi, dans toute vie évidemment, c'est de se réaliser. Chez les jumeaux nés-seuls, c'est plus complexe parce qu'ils sentent qu'ils ont un truc, mais ils ne savent pas ce que c'est.
Et ce truc, c'est le feeling spirituel de réaliser là où j'ai une sorte de mission d'âme, une mission de vie. Voilà, souvent, c'est des mots qu'on retrouve. Il y a un endroit important à exposer. Je dis que la plus forte, l'endroit où il y a la blessure est la plus enquistée chez les jumeaux Nessol, c'est la blessure du cœur. Alors, je ne parle pas du cœur-organe, évidemment, mais la force d'amour inconditionnel, la capacité à aimer naturellement, de façon altruiste, à offrir quelque chose de généreux, sans s'oublier. C'est-à-dire en étant capable de s'honorer et d'honorer l'être sensible que je suis, voire l'être hypersensible que je suis, amène, c'est l'endroit qui morfle le plus. Le mot n'est pas très élégant, mais il y a vraiment quelque chose qui est très, très impacté à cet endroit-là. C'est-à-dire que je peux me présenter dans ma vie comme quelqu'un d'extrêmement généreux, de sauveur, je connais bien. Je veux sauver le monde, je veux sauver l'autre, dans le couple, ça marche super bien. Mais en fait, il y a un endroit où je ne sais pas m'honorer, où je ne sais pas trouver une joie simple, un amour simple de moi-même. Et donc cet endroit d'amour qui permet de trouver une certaine stabilité relationnelle, une certaine stabilité intérieure, c'est pour moi l'endroit le plus endommagé chez les jumeaux Nessol. J'aime bien citer le livre de Frédéric Lenoir, Cœur de cristal, parce que dans ce conte, ça décrit très très bien la problématique gémellaire et comment le cœur est touché. Le cœur de l'être est touché. Ce qui peut amener à ce que ça flanche physiquement, énergétiquement, et que ça ne se finisse pas bien, quoi. Voilà. Et la médecine du cœur, eh bien, pour moi, c'est l'ingrédient qui va conduire vers une révélation de sa force charismatique, de sa force singulière, au niveau de la révélation de son être, de son essence spirituelle. Voilà, je voudrais maintenant je vais faire une petite liste des symptômes. Alors, vraiment, c'est très compliqué les symptômes parce que j'en ai déjà cité quelques-uns. Tous les symptômes que je vais citer, on peut les coller à d'autres pathologies, d'autres souffrances, d'autres histoires. Donc si par exemple je prends le symptôme dépression, évidemment, ça colle c'est un grand fourre-tout, quoi. Après, la particularité de ce type de dépression, c'est que ce sont des dépressions ou des syndromes dépressifs qui sont très anciens. Et souvent, quand on fait l'exploration d'où ça vient, l'étiologie de cette affaire-là, on ne trouve pas. On n'a rien de tangible. Voilà, on dit, bon, voilà, il y a un truc qui tourne pas rond, on ne sait pas trop. Donc c'est vraiment des symptômes de dépression qui échappent un peu à d'autres histoires. Après, évidemment, quand on est adulte, on a plein d'histoires qui font qu'on peut être dépressif, triste, voilà, qu'on porte quelque chose de douloureux en soi. Évidemment, je parlais aussi de cette impression de porter un sentiment d'isolement, d'incompréhension. On ne comprend rien. On n'a pas été livré avec le mode d'emploi. Alors, ouais, ça c'est quelque chose que je dis, voilà. Je dis, voilà, la particularité du jumeau Nessol, c'est qu'il a un mode d'emploi unique, parce que c'est un être unique. Vous me direz, tous les êtres sont uniques, évidemment. C'est simplement lui, il n'est pas standard. Donc il a un mode d'emploi qui n'est pas standard. Le problème, c'est qu'il n'est même pas livré avec le mode d'emploi. Ça veut dire qu'une partie de sa vie va être consacrée à trouver comment je fonctionne. C'est quoi mon mode d'emploi? Si je le dis autrement, comment je fonctionne pour m'honorer de façon écologique. Et ça, ça répond à un état de chercheur intérieur avant de pouvoir œuvrer de façon la plus écologique possible dans la relation avec l'autre. La grande problématique du jumeau Nessol, c'est qu'il y a une grosse souffrance en lien avec la fusion, la diffusion. Globalement, je me vis comme un être séparé. La grande médecine générale, je dirais loin, j'ose pas dire à terme, mais dans l'évolution,
c'est rentrer en contact avec l'unité, la non-dualité. Tant qu'on est dans une relation duelle, potentiellement, on est dans une relation séparée. Qui dit séparation chez le jumeau-né-sol, automatiquement, ça veut dire « oups, souffrance ». Je meurs pas, je vais survivre, je vais tenir, je ne vais pas tenir. C'est l'endroit de fragilité extrême chez les jumeaux-né-sol. Tout ça a des degrés dans un spectre que chacun gère comme il peut. Dans les symptômes, évidemment, si j'ai une perte gémellaire hétérozygote, c'est-à-dire où j'ai perdu quelque chose, je vais être un vide sur pattes. C'est-à-dire que je me sens toujours à moitié plein, à moitié nourri, à moitié aimé, dans un état d'insuffisance abyssale. Alors je le mets là, hein, les abysses évidemment. Il y a quelque chose qui n'est jamais assez rempli, assez nourri. Et toutes les nourritures sont bonnes à prendre, que ce soit les nourritures affectives, matérielles, immatérielles, voilà. Donc vous voyez toutes les problématiques d'attachement qui sont là, au sens large. Soit j'ai besoin de m'attacher et j'arrive jamais à me détacher, soit je refuse l'attachement, ce qui est un peu la même distorsion dans les deux extrêmes. C'est-à-dire, dans mon mode d'adaptation pour survivre, soit je m'attache à plein de choses, comme ça, s'il y a quelque chose qui se détache, qui disparaît, ben j'ai plein d'autres choses à me rattacher, ou alors je refuse tout attachement. Donc ça peut aller vraiment dans des extrêmes de... Je rejette tout argent, toute nourriture, tout lien affectif, toute relation, et je vais me contenter de vivre dans la nature. Mais même ça, c'est déjà de l'attachement. Donc c'est quand même vraiment des modes particuliers. Et ce qui est difficile, c'est que comme je trimballe ça depuis ma naissance, je me suis construit sur un mode de fonctionnement particulier. Donc je suis dans ma normalité. Et être capable d'introspecter comment je fonctionne à l'intérieur, ça demande un chemin d'honnêteté, mais aussi un chemin d'humilité. Et donc l'ego, c'est pas tout à fait facile. C'est-à-dire que avoir cette honnêteté de repérer que j'ai des addictions, ou que je suis polyaddict, ou que c'est pas tout à fait simple, parce que c'est quand même ce qui me permet d'être à peu près fonctionnel, même si je fonctionne un peu bancal, dans ma vie. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de douceur dans la transformation de son être pour aller par là. Donc quand on arrive petit à petit avec l'évolution à adoucir cette dualité souffrante, cette fusion-défusion qui sont source de grande confusion, il y a quelque chose qui peut peu à peu se pacifier. Plus je rentre en contact avec l'unité, évidemment avec le grand tout, ben ça amène une certaine forme d'éveil, d'illumination. Enfin voilà, il y a de grandes ouvertures qui peuvent se faire. Et beaucoup de jumeaux-né-sol souvent sont attirés par la méditation, par la prière, par voilà, d'autres choses qui amènent à l'intérieur, ont souvent eu des expériences de reliance, de grâce. Ils ont été touchés par quelque chose qui fait « Oh, j'ai eu une expérience mystique quasiment ». Le problème, c'est que j'ai eu une expérience à 25 ans, à 30 ans, et depuis, c'est Waterloo, morne pleine. Je m'accroche à cette grâce que j'ai vécue, je ne sais pas comment ça s'est passé, alors il y avait un contexte, mais je n'arrive pas à y retourner. Voilà. Il y a une instabilité, une inconstance dans ma capacité à rejoindre ces mondes spirituels et à les garder, les nourrir dans mon système pour éviter ce sentiment, cette sensation extrêmement forte et violente de séparation. Dans les symptômes, évidemment, il y a, comme on dit dans le Sud, ça pègue, c'est-à-dire je suis aimanté, j'ai des amitiés collantes, et parfois je peux avoir l'impression presque de me faire dévitaliser par la relation. Ou alors je me suis laissé, ou je me suis moi-même laissé dévitaliser, je lui ai tout donné. Et elle est partie, voilà, brisé mon cœur, et est partie avec tout. Voilà. Et je n'arrive pas à m'en relever. Voilà. Donc il y a vraiment des témoignages et des expériences très très douloureuses de ce côté-là. Et à l'inverse, il y en a qui vont fonctionner en pompant l'autre, mais sans s'en apercevoir. Voilà. Ça,
je me nourris de toi, des autres, quoi. Mais en fait, je pompe. Et des fois, ça donne des ruptures d'amitié violentes. C'est pas moi qui choisis de rompre, mais tellement je pompe l'autre qu'à un moment donné, l'autre, pouf, il disparaît. Voilà. Alors, je me retrouve tout perdu, je sais pas ce qui se passe. Bon, en général, si j'ai mis plusieurs amitiés ensemble, oh, basta, c'est pas grave. Mais c'est vraiment cette mécanique de dépendance affective relationnelle. J'ai pas dit de dépendance amoureuse, parce que là, dans le grand tiroir du couple, je ne vous raconte pas l'usine à gaz. C'est encore plus compliqué. Dans les symptômes, il peut y avoir une peur à vivre. Paradoxale, avec par exemple, je suis capable de prendre du risque sur ma moto. C'est-à-dire j'ai des conduites où je trompe la mort, et pourtant, je suis un trouillard de la vie. J'ai ma zone de confort, j'ai mes petites habitudes, j'ai mon terrain qui me met en sécurité, et puis dès que je dois sortir, explorer quelque chose, d'un seul coup, je suis attrapé par des angoisses. Et alors là, ça peut être angoisse de prendre l'avion, angoisse de prendre la voiture, angoisse de changer de métier, angoisse de quitter la maison, angoisse, 1001 angoisses qu'on peut retrouver à différents âges. Par exemple, c'est un adolescent qui a une bonne tête, qui fait ses études, qui passe le bac dans un contexte familial. Et puis, il passe un concours pour aller faire une école à 200 km, 300 km de chez lui. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer éventuellement tous les week-ends. Il part commencer à faire ses études dans une bonne école et tout. Effondrement. Il ne supporte pas de perdre le repère familial. Il y a une sorte de sortie de matrice de sécurité qui est trop douloureuse, source d'angoisse, et qui met trop à la dérive, et des fois des ruptures scolaires, des ruptures d'études comme ça. Voilà. Donc pensez à ça aussi pour nos jeunes qui sont dans ces difficultés de sortir des écrans, de s'ouvrir, de sortir de leur chambre, qui restent vraiment dans le cocon familial, ou alors qui ont du mal à sortir du lit des amitiés, des copains, etc., pour partir faire leurs études. Voilà. Sortir, c'est prendre du risque. Prendre du risque, c'est risquer ma vie, tout simplement. Hein, c'est prendre le risque. Donc il y a des peurs comme ça qui peuvent surgir à des moments où on a été masqué dans certains endroits de peur, et d'un seul coup, on se retrouve face à une incapacité, une impossibilité, mais nerveuse, enfin, c'est pas rationnel. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est des trouillards dans sa vie, mais ça veut dire qu'on a besoin, et avec le temps, ça, pareil, ça peut s'améliorer, besoin de créer beaucoup de sécurité. Dans maintenant, j'ai envie de dire un petit peu la piste moi, que j'utilise au niveau de comment je conçois l'évolution pour un jumeau né seul. Déjà, il faut sortir de la naïveté de « je vais recevoir un soin en tant que jumeau né seul et ça va vraiment régler ma problématique gémellaire ». On peut recevoir 10 000 soins et rien avoir réglé du tout, ne pas avoir évolué d'un iota. Ça fait du bien de recevoir un soin, mais sur cette problématique-là, le challenge, c'est qu'il faut que je rentre, moi, dans mon système pour devenir mon propre guérisseur. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas avec d'autres accompagnements, d'autres guidances, mais ça veut dire que je dois trouver mon propre mode d'emploi, comment je fonctionne. Et c'est là que la médecine va opérer. Dans le challenge, donc c'est d'aller mieux, de moins souffrir, et surtout de révéler sa force d'individuation, sa force spirituelle en tant qu'être unique. Et ça ne dépend pas de la puissance d'un thérapeute extérieur. Ça dépend de mon audace, de mon courage à rentrer dans mon endroit, à mon endroit, pour que je puisse exprimer cette force libératrice qui m'appelle de l'intérieur. Alors, moi, évidemment, je propose des outils particuliers. Donc, j'utilise la porte d'entrée du chamanisme pour tout simplement aller réécrire une sorte de programme dans les mondes chamaniques qui permettent d'améliorer la souffrance d'un système nerveux qui s'est construit de façon un peu
un peu douloureuse, voire très douloureuse, de réécrire un programme pour mon système nerveux. Alors, comme ça, c'est vraiment comment dire, des mots un peu en l'air. Donc moi, j'utilise évidemment l'état de conscience modifié par le tambour, ce que moi j'appelle un état d'hyperconscience. C'est à partir de cet état d'hyperconscience que je peux aller sur les autres plans. Sur les autres plans, j'accède ce que j'aime bien appeler les mystères, le mystère les mystères spirituels. Donc là, je vais pas rentrer dans le détail, évidemment, ça n'a pas d'intérêt comme ça à l'oral, parce que ce sont des expériences qui se vivent de l'intérieur. Cet état d'hyperconscience me remet à un endroit où je connais quelque chose comme à la maison. Je suis à la maison à cet endroit-là. Et petit à petit, j'apprends à l'intégrer dans mon corps physique pour qu'il y ait quelque chose qui s'apaise, que le système nerveux trouve une tempérance. Et quand cette tempérance est acquise, petit à petit, je peux monter un cran au-dessus dans cette capacité à connecter d'autres fréquences qu'on va appeler spirituelles pour les ramener et pouvoir en faire quelque chose à l'horizontale. Évidemment, quand je veux, quand je le décide, voilà, c'est au fur et à mesure que j'acquiers mon mode d'emploi et ma compétence à être à la fois tantôt dans le monde du haut, tantôt à ramener ces intelligences dans le monde horizontal pour créer, me réapproprier cette puissance créatrice. Donc j'anime un stage, un processus de 3 jours expérientiel, donc où je donne plus d'informations, où on travaille sur l'expérience. Vous allez trouver toutes ces informations sur le site de l'institutarc-en-ciel.com et puis je suis disponible pour toutes vos questions. Merci de votre attention, bonne soirée, au revoir.